Bonsoir à tous, vous êtes au rendez-vous du Talk sur Live TV, la télé sans filtre. Vous faites bien d'être là avec nous sur les différents canaux. J'aime bien les rappeler, 206 Bouquet Canal+, et puis numéro 6 TNT. Vous êtes aussi sur Internet à commenter. Vous savez, après chaque émission, nous, on se refait l'émission et on lit vos commentaires. Il va nous arriver des fois de lâcher des commentaires à vos commentaires. Merci de continuer donc à nous les lâcher, ces commentaires-là. On va les rappeler de temps en temps à l'antenne, je l'ai dit. Et on le fera. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Le talk avec un autre numéro sur Live TV, la télé sans filtre. Vous faites bien d'être avec nous. Isabelle Vauvor est contente d'être là aussi avec vous, Isabelle. Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir chez vous. Bon, oui, on est en bleu. Voilà. Comment ça va? Super bien. Et Super, toi? ça va très bien. Barry Abdulrahman. Bonsoir Eric, bonsoir à ma team, bonsoir chez vous. Très bien. Herman Abois et bonsoir Eric. Désiré Denéo, bonsoir. Salut Eric, bonsoir c'est Cette charmante équipe que j'aime retrouver mais tous les soirs, 19h15. J'espère que vous aussi, vous aimez nous retrouver. On va démarrer cette émission avec l'info du jour. Et cette info du jour nous envoie à la réquisition des agents de l'État donc pour les élections couplées du 2 septembre. Comment cela va-t-il se faire dans la pratique? Réquisition au lieu de volontariat. Dans la pratique, qu'est-ce que c'est et pourquoi pas volontariat? On va en parler dans cette émission. Donc, commençons par Isabelle déjà qui va nous restituer la chose, nous expliquer pourquoi pas volontariat et plutôt réquisition. En date du 16 août de cette année, donc le président Alassane Ouattara a signé un décret portant donc réquisition des agents de l'État pour aider donc la CEI dans le cadre des élections locales à venir. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'un tel décret est signé. Déjà, le 12 octobre 2010, le président Laurent Gbagbo avait également signé un même décret pour réquisitionner donc, les agents de l'État en vue de l'organisation des élections. Donc, ce n'est pas une première en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas une première. En 2020, le 19 août 2020, le président Alassane Ouattara avait encore signé ce même décret pour l'organisation d'élections. Donc, en fait, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a des élections, c'est ce qui se fait de façon récurrente. Voilà. Après, ce que dit ce décret-là? Ce décret dit donc que ces agents de l'État sont réquisitionnés, qu'ils vont recevoir une formation pour être amenés à aller sur le terrain. Ils vont recevoir également une indemnité. Et bien entendu, parce qu'ils sont réquisitionnés pendant la période donc, de leur congé, il y aura donc un prolongement au niveau de leur congé à venir. D'accord, mais la plupart est en congé. Ok. Donc on va déjà situer qui sont ces agents désirés. Ce sont les fonctionnaires et agents de l'État, les personnels des établissements publics et nationaux, les personnels des collectivités territoriales, les agents des sociétés d'État et des sociétés à participation financière. Et les stagiaires ou toute autre personne rémunérée par l'État. D'accord. Tu en profites pour nous donner ta lecture de ce décret. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va arriver plus tard. Ça va venir? D'accord. Barry, quelle observation fais-tu? Bon, je note que le décret de réquisition, il s'impose à tous les fonctionnaires concernés. C'est l'institution suprême, à savoir le président de la République, qui a pris la décision de réquisitionner les fonctionnaires. Donc, c'est contraignant et ça doit être effectif sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, si tu me demandes mon avis, moi je dirais que les fonctionnaires, ils sont déjà prestataires, ils font des prestations pour l'État. Donc, pour ma part, au lieu de les réquisitionner, j'aurais par exemple souhaité que la CEI lance un appel à candidature, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des étudiants qui souvent ont validé leurs acquis académiques, qui ont besoin d'opportunités, c'est-à-dire d'expérience de terrain. Ça peut être un marqueur dans leur CV à venir, mais ça peut aussi être une expérience pour eux. Et surtout qu'il y a une rémunération au bout, parce qu'on sait ce que la vie estudiantine est dans ce pays-là. Donc, il faut, à l'avenir, pour ma part, que la CEI essaie de se pencher vers cette catégorie d'Ivoiriens. Si je peux... Mais avant, moi je pense que c'est là, au-delà du fait que ce n'est pas nouveau, mais ça pose un problème de l'autonomie de la CEI. Une institution qu'on dit commission électorale indépendante. Je ne parle pas d'indépendance ici, mais de l'autonomie d'action. Vous savez, pour les organisations, tout l'environnement de travail de la CEI, il faudrait qu'une autorité, l'exécutif, vienne
proposer, prendre un décret pour organiser cet aspect-là, la CEI, que tout le monde veut autonome et haute d'action. Il faut régler ça. Mais déjà que notre administration traîne des problèmes de retard et autres, notre administration. Aujourd'hui, on a évoqué ici la question des retards, souvent du matériel électoral. Souvent, c'est le préfet, il y a certains endroits où les gens dénoncent les attitudes de certains préfets ou sous-préfets. Donc, il faut vraiment laisser la CEI de pouvoir gérer tous ces aspects à l'avenir. Je suis en train de te poser la question de savoir si la CEI n'est pas potentiellement donc, à l'aise sur son personnel humain pour gérer donc, sa mission. C'est la question que tu te poses. Oui, c'est la question. Après, c'est prévu par le code électoral de réquisitionner les agents de l'État. Mais la question en fait, que moi je me pose, c'est peut-être aussi regarder même comment est la CEI qui est censée organiser les élections. Avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Donc quand on crée une autorité administrative qui est indépendante, il faut mettre à la disposition de cette autorité-là les moyens. Après aussi, on peut aussi avancer la question même de la société civile en fait. On peut faire appel à la société civile pour pouvoir aussi organiser ces élections, s'appuyer aussi sur des volontaires, sur des étudiants, comme le disait Barry, enfin, de sorte à assurer une neutralité au scrutin. D'accord. On se pose une question, hein, Isabelle, pour que tu rebondisses derrière. Parmi les agents qui sont convoqués, qui sont réquisitionnés, il y a les enseignants qui sont aujourd'hui en vacances. Est-ce que ces gens-là, on va les regrouper le plus tôt possible, je veux dire, là où il faut, le temps qu'il faut? Est-ce qu'on ne va pas constater des absentéismes qui vont mettre à mal, pourquoi pas, donc, le bon fonctionnement de ces élections? Bon, je pense que comme ça se fait généralement à chaque élection, ceux qui sont au niveau de l'administration sont déjà au fait de ce qui se fait, et notamment les enseignants qui sont très souvent sollicités dans la période électorale. Mais en revanche, j'aimerais citer l'article 6 du décret qui a été signé, et de tous les décrets d'ailleurs qui ont été signés pendant comment dirais, demandant réquisition des agents de l'État. Donc, au niveau pénal, ils encourent donc une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 36 000 francs à 2 millions de francs CFA ou l'une des deux sanctions. Donc, j'ai envie de dire, s'ils ne font pas, donc, s'ils ne répondent pas, en tout cas à l'appel qui a été il y a des sanctions derrière. Voilà, il y a des sanctions derrière. Maintenant, pour réagir un peu à ce que Barry disait tout à l'heure, les appels à candidature, la CEI en a fait. Le dernier appel que moi j'ai recensé, c'était le 15 octobre 2020. Le 15 octobre 2020, la CEI avait fait appel à la population pour pouvoir recruter donc des agents qui vont servir donc sur le terrain. Peut-être que la communication n'a pas été faite à large échelle, mais en tout cas sur les plateformes, moi j'ai pu voir en tout cas des appels à candidature pour les différentes populations pour occuper certains postes. D'accord. Je pense que si ça a été fait, c'est quelque chose à saluer, mais je dis qu'il faut accentuer parce que, comment dirais-je, c'est la gestion d'une élection, on sait comment ça se passe. Et tout à l'heure même, tu évoquais les enseignants qui sont pour certains en congé. Ça veut dire que le congé pour un fonctionnaire, pour un agent de l'État, c'est aussi un droit. Il ne faudrait pas léser son droit. Et là, pour ne pas qu'eux ils soient lésés, on peut donner d'opportunités à d'autres Ivoiriens, d'autres secteurs professionnels, par exemple, comme je l'ai dit, les étudiants qui sont, pour certains, ont validé leurs acquis académiques, qui cherchent peut-être une expérience professionnelle, parce que ça peut être un marqueur dans leur CV qui peut leur permettre d'avoir des opportunités à l'avenir. Et ça facilite aussi ce qu'on appelle l'éducation civique. Quelque part, il faut un devoir citoyen en participant à l'organisation des élections. Ça va permettre de formater un certain nombre d'esprits parmi eux pour qu'on ait des citoyens modèles là-dedans. Ils sont réquisitionnés. Le travail qu'on demande à ce qu'ils auquel ils doivent s'atteler, c'est de faire en sorte que le scrutin se déroule bien. Parce que très souvent, lorsqu'il y a des plaintes, c'est parce que les scrutateurs, tout le personnel chargé de veiller à cela ne fait pas bien son travail ou bien joue le jeu d'un candidat. Il faudrait qu'ils soient sensibilisés à bien faire leur travail de façon à ce que le scrutin, le processus soit équitable pour chaque candidat. Bien faire son travail, c'est aussi veiller donc, à être impartial, hein, étant donné qu'on travaille pour une institution qui est indépendante, la CEI. Comment veiller à ce que ces agents de l'État qui peut-être, au fond d'eux,
sont militants de certains partis politiques ou peut-être ont leur candidat qu'ils pourraient soutenir. Comment se rassurer derrière que ces agents convoqués là vont garder une certaine impartialité dans leur mission? Mais déjà, dans chaque bureau de vote, normalement, chaque candidat a des représentants. Donc, c'est ces représentants-là qui doivent en même temps contrôler le travail effectué par ce personnel administratif, ce personnel fonctionnaire qui vient pour aider à ce que le scrutin se déroule normalement. Donc, il faut que les représentants du bureau de vote, ce qu'on déplore souvent, c'est qu'il y a certains candidats qui n'ont pas de représentants qui couvrent tous les bureaux de vote. Bon, ça, ce n'est pas du fait de la CEI. C'est les candidats eux-mêmes qui n'arrivent pas à couvrir pour certaines raisons souvent pécuniaires. D'accord. Participer à des élections, ça demande des moyens, ça c'est clair. Et tous les candidats ne peuvent pas couvrir. Et comme l'a dit Armand, c'est quelque chose qu'on note souvent. Mais je veux dire que tout dépendra de la formation. Il faut que la CEI accentue la formation pour ces agents de l'État-là. Parce qu'on est certes agents de l'État, mais là, on parle d'une autre expérience. C'est celle de participer à des organisations d'élections. Et on sait que tout ce qui est élection, tout ce qui est politique, là, c'est sensible. Donc, la posture que l'acteur ou l'individu qu'on va recruter, qu'on va réquisitionner, peut occasionner des incompréhensions. Donc, il faut accentuer la formation, il faut sensibiliser les gens pour que chacun puisse savoir que dans le bureau de vote, là, voici son rôle. Il ne doit pas faire ça. Il ne doit pas outrepasser ses prérogatives. Je pense que si c'est respecté, il y aura moins de soucis, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'ils reçoivent en fait une formation adéquate avant d'être déployés sur le terrain. D'accord. Alors, ils ont des postes dans l'administration. Ils sont appelés à servir la CEI. Est-ce que cette administration que beaucoup déjà critiquaient ne va pas subir la conséquence d'un nouveau ralentissement? Je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque j'ai pris la parole pour la première fois. C'est cela. Aujourd'hui, il y a dans les bureaux de vote, on constate, je dis ça parce que j'ai été candidat, on constate que souvent, il y a des affinités avec certaines personnes qui sont déjà peut-être maires, qui reviennent pour être maires à nouveau, qui sont candidats eux-mêmes. Il y a certaines affinités. Quand eux, ils viennent, ils ne respectent pas forcément le protocole. Et ce personnel-là, comme ils voient leur autorité administrative, ils s'adonnent souvent à les accompagner. Et cela, souvent, ça lèse les autres candidats, mais les représentants des autres candidats ne peuvent pas le faire. Il faut veiller, comme il a dit, à ce qu'ils soient bien formés. Mais il faut qu'ils se disent qu'ils ne viennent pas ici pour un candidat ou bien pour une autorité administrative qui est aujourd'hui candidate, mais pour veiller à ce que tous les candidats soient traités de façon équitable. Je suis resté un peu sur ma faim quant à la question que j'ai posée. C'est clair que le service public et les performances du service public vont prendre un coup, c'est clair. Quand on réquisitionne tout ce personnel-là, ceux-là, ils sont payés pour faire déjà des tâches administratives dans leur secteur. Donc, à partir du moment où tout le personnel est réquisitionné, le secteur, il devient quoi? On approche de la rentrée, là. La rentrée, c'est en mi-septembre. Les enseignants, certains doivent préparer leurs cours. Naturellement, ça va impacter, ça va bousculer tout leur agenda de fin de vacances. Et, comment dirais-je, les autres agents des sociétés d'État, je ne parle pas. C'est clair que le service administratif, là, va prendre une certaine lenteur. Et c'est dommage, parce que c'est pour ça qu'ils sont payés. Paris, à ce niveau-là, rassure-toi, il y a des primes qui sont prévues. Donc, généralement, eux-mêmes, ils sont candidats, ils sont volontaires même là-dessus. C'est vrai qu'on l'a réquisitionné, mais ils veulent sur la liste des gens qui sont réquisitionnés. C'est pourquoi, d'ailleurs, je sollicite que les étudiants soient pris pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ça. Après, on me dira que je défends les étudiants, mais ils en ont besoin. C'est vrai que les indemnités viennent vraiment en plus du salaire qu'ils perçoivent généralement. Après, au niveau donc des agents de l'État qui sont réquisitionnés, je veux dire au niveau de l'administration publique, c'est vraiment une période creuse, le mois d'août. Voilà, c'est vraiment une période creuse en fait. Donc ce qui fait que je ne pense pas que ça va véritablement ralentir l'administration publique dans son ensemble. Voilà, parce que la plupart du temps, c'est la période où tout le monde part en congé. D'accord. On n'a pas beaucoup entendu Désiré donc, sur ce sujet. Se prépare très certainement pour un autre, peut-être l'info du jour qu'on va aborder maintenant.
Et cette info du jour porte sur la soi-dite augmentation abusive des prix du gaz butane. Hein. Donc, la Direction générale des hydrocarbures est montée au créneau hier mardi 22 août pour dire ceci. Il nous revient, je cite, il nous revient que des informations diffusées donc, ces derniers jours au sein de la population laissent croire à l'existence d'une pénurie de gaz butane. La Direction générale des hydrocarbures, DGH, tient à rassurer les consommateurs sur la disponibilité effective du gaz butane. Fin de citation. Alors, d'où vient cette information portant sur cette pénurie qui engendre l'augmentation du gaz butane? C'est tout simplement parce que les Ivoiriens, dans leur quartier, ils vivent cela. S'il y a une rumeur, même je ne dirais même pas une rumeur, qu'on entend des murmures que le prix du gaz a augmenté, c'est parce que les populations, quand elles vont acheter chez le revendeur ou bien celui qui a les bouteilles de gaz, ils achètent au montant qui est indiqué. Moi, je pense que ça pose le problème de la surveillance des prix de nos produits par ceux le contrôle des prix. La surveillance même au-delà. Parce que les gens, ils sont là, ça c'est une note qu'ils viennent de faire. Mais je parie que à cet instant précis, même demain, vous allez partir dans ces mêmes endroits, les prix qui ont été augmentés restent. Comment est-ce que le gouvernement fait en sorte de surveiller les prix là, dans nos quartiers, fait en sorte que les gens respectent les prix? C'est là la question principale. D'accord. Oui, moi, juste avant l'émission, j'ai eu quelqu'un qui distribue du gaz dans plusieurs quartiers d'Abidjan, qui disait que ce qui avait été avancé, c'était la houle, la marée enfin, qui a monté, surtout avec tous les dégâts que ça a causé au niveau de Bassam, enfin, sur le littoral. Ça, c'est pour cette région-là. Oui, et donc le bateau qui approvisionne enfin, la Côte d'Ivoire en gaz butane avait du mal, ne pouvait pas accoster. Oh. Et il faut aussi rappeler que 90% de la consommation en gaz butane relève de l'importation. Moi, la question que je me pose, c'est qu'on aurait pu anticiper sur cela. D'autant plus qu'on sait qu'à cette période de l'année, il y a des pluies, il y a la marée qui monte. On peut anticiper. Et puis, qui est responsable en fait de cela? Et donc, en fait, on a des commerçants véreux, du coup, qui spéculent sur des prix et cela se ressent au niveau du simple consommateur. D'accord. Est-ce que vous, déjà, chacun à vos niveaux, vous avez constaté ces augmentations ou cette pénurie? Bon, je dirais que la pénurie, elle est réelle. Hein. Moi, on utilise le gaz à la maison, mais je sais quelle galère on a eu pour avoir une bouteille de gaz. Mais je veux dire qu'en fait, il y a un problème logistique. Ce n'est même pas seulement les prix. Il y a un problème logistique qui se pose dans la distribution. Par exemple, moi, dans ma famille, on avait un magasin, on vendait du gaz. Mais je sais combien de fois on galérait, combien de fois le chauffeur qui était censé nous fournir nous tournait en rond. Souvent même, pendant 3 jours, on sort toutes les bouteilles de gaz, on l'appelle, il ne vient pas. Donc, le problème logistique... C'est quoi la raison qu'il évoquait? Non, il te dit qu'il arrive, mais il ne vient pas. Il n'y a pas de raison. C'est pourquoi, d'ailleurs, qu'on sort les bouteilles de gaz en attendant qu'il arrive pour faire l'échange, mais il ne vient pas. Et il ne te donne pas d'explication. Et souvent, il peut même être discourtois, je veux dire. Donc, il y a la question de la distribution entre les grands grossistes, les demi-grossistes et les détaillants, parce que c'est la chaîne qui est là. Donc, les grands grossistes, ils peuvent en avoir. Mais les détaillants, là, il faut que ça passe par les demi-grossistes parce qu'avec les grands grossistes, ils ne peuvent pas payer en grande quantité. Donc, c'est avec les demi-grossistes. Et ceux-là, quand ils n'en ont pas en quantité, eux, ils refusent souvent même de te vendre. Donc, il y a ce problème logistique et problème de transport qui se pose. Isabelle, quel autre problème pourrait-on évoquer? Est-ce que tu as vécu déjà la situation? Non, moi, mon gaz, il est déjà là. Enfin, ma bouteille de gaz est déjà assez remplie, donc je n'ai pas ces temps-ci, en tout cas, cherché à acheter de bouteilles de gaz. Mais en revanche, à juste titre, Désiré l'a dit tout à l'heure, je veux dire, la raison principale pour laquelle on se retrouve dans cette situation-là, c'est tout simplement parce que le bateau en provenance du Nigeria, qui est donc le pays qui nous approvisionne en gaz majoritairement, a été donc détourné du fait de la marée haute. Donc le temps de latence de 2 semaines là a créé donc toute cette situation qu'on vit aujourd'hui. C'est une enquête qu'a révélé un de nos confrères. D'accord. Mais pourquoi l'autorité en question dément alors dans ce communiqué, dans cette information? Je pense qu'il serait bon en tout cas d'inviter une autorité, en tout cas du ministère de l'énergie, du pétrole,
générale. Ou de la Direction générale des hydrocarbures, carrément. Oui, voilà, oui, tout je à voudrais fait. ajouter Parce que quelque chose. je pense que c'est une institution qui émane donc du ministère, donc venir en tout cas expliquer le bien fondé de cette histoire. Mais en tout cas, moi, ce que moi je constate, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à aller à un système intégré de gestion de gaz, à l'instar de la CIE ou alors de la SODECI, où voilà, il y a un approvisionnement d'électricité et d'eau à tout le monde. La facturation. Exactement, avec facturation. Tout le monde utilise le gaz aujourd'hui et on a tellement d'accidents domestiques liés au gaz qu'il faudrait qu'on arrive en tout cas à avoir un système intégré, comme ça se fait en France ou ailleurs, voilà, d'approvisionnement de gaz pour éventuellement résorber la question. Je voudrais rajouter quelque chose. Moi, en fait, au-delà de solutions, il y a aussi un fait, je ne sais pas, je pense que c'est sûr de tout le monde. On voit dans nos quartiers, chez des distributeurs de gaz, il y a un réseau parallèle d'approvisionnement de gaz depuis ces 2 semaines. On dit qu'il y a le gaz qui manque, mais on constate qu'il y a des gens qui ont des bouteilles de gaz, qui pompent et qui rechargent, en fait. Ça pose la question de la sécurité des citoyens. Mais aussi, en fait, on se demande, en fait, que fait l'autorité qui est censée réguler l'approvisionnement en gaz butane. C'est un réseau parallèle, ça existe. Depuis des années, on dénonce cela. Il faudrait qu'à un moment donné, on puisse savoir en fait, qui approvisionne. Si c'est l'État qui approvisionne en fait, tous les autres revendeurs en gaz, qui approvisionne ce réseau parallèle. Mais là-dessus, ici, on a évoqué par plusieurs fois, il y a eu des démantèlements de réseaux parallèles. Donc, je pense qu'à ce niveau, le gouvernement essaie de faire, avec la direction de l'hydrocarbure, essaie ils n'ont pas forcément toutes les informations. Voilà pourquoi même, ils ont appelé à ce que les populations aussi, de façon anonyme, lorsque vous suspectez cela, vous pouvez les appeler pour pouvoir réagir. Ça existe. Non. La question que je suis en train de soulever... Non, si, j'entends bien. La question que je suis en train de soulever, c'est qui approvisionne, en fait, ces personnes, en fait, qui vendent du gaz, je ne sais pas... Comment est-ce qu'on peut appeler, en fait, qui détournent, en fait, le gaz, qui les approvisionne. Donc, le problème se situe, enfin... Là, probablement, en fait, au niveau... Tu peux identifier les auteurs. C'est ça, en fait. C'est la question que je pose. Moi, je voulais revenir aussi sur les prix. J'ai vu la note ici, c'est 2000 francs pour la petite des B6. B6, c'est 2000 francs. C'est monté maintenant à 2500. Moi, j'ai toujours acheté dans mon quartier à 2500. Donc, moi-même, je suis surpris. Peut-être que j'allais dire aux distributeurs, aux revendeurs dans mon quartier, que c'est 2000 francs que la note... Mais c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la question de la surveillance des prix. Aujourd'hui, lorsque le gouvernement met nous précise les prix, il y en a qui sont étonnés parce qu'on est habitué à certains prix qu'on nous fait. La bouteille B12, là, on achète généralement à 5500. J'ai vu quelque part 5200. Mais de coutume, on achète à 5500. On va rappeler les prix peut-être. Maintenant, elle parlait de digitaliser. Il y a quand même des structures, des compagnies, des stations qui, par des applications, vous pouvez commander votre bouteille de gaz et puis on vous livre. Donc, eux, au moins, ces compagnies-là... Quand on livre, il y a frais de livraison aussi derrière. Oui, mais en même temps, généralement, le prix même ne dépasse même pas le prix qui est fait dans les quartiers. Donc, bon, c'est une solution, je ne dis pas non, mais c'est en fonction de la couleur aussi des bouteilles de gaz. Il y a plusieurs entreprises aussi. Je pense que pour ceux qui utilisent... par exemple, on ne va pas citer l'entreprise, mais l'entreprise publique que l'on connaît tous, et généralement, c'est les bouteilles les plus utilisées. Dans mon cas, c'est celle que j'utilise le plus. Et la B12, c'est ça? Oui, la B12, mais je ne vais pas citer le nom de l'entreprise en question. La bouteille blanche ou gris, là. Quelqu'un d'autre te donnera une autre couleur. Hein? Voilà, c'est celle que moi j'utilise. Elle, c'est l'entreprise publique, je veux dire. D'accord. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est eux qui fournissent le plus le marché. Mais je veux dire, le problème qui se pose, comme je l'ai dit, c'est un problème de logistique généralement. Généralement, les grands fournisseurs, ils ont la marchandise avec eux. Mais c'est passer du grand fournisseur au demi jusqu'au détaillant, là, c'est là qui pose problème. Et le problème de détournement qu'elle évoque là, je pense que c'est au niveau de cette chaîne. C'est là que tout se passe. Mais ça, bon, les autorités compétentes, la police et la gendarmerie peuvent creuser pour voir réellement qu'est-ce qu'il en est. Je pense qu'ils le font d'ailleurs parce qu'on a eu des réseaux qui ont été démantelés. Mais au-delà de tout ça, je pense ce qu'Isabelle évoque tout à l'heure, je pense que vivement l'exploitation des gisements de gaz qui ont été découverts dans nos lacs, ça va nous permettre d'être autonomes
Très bien. un gaz. Et d'appliquer ce système dont elle parlait voilà, à l'instant. Quand tu es autonome, avec les nouveaux projets de logement en Côte d'Ivoire, tu peux gérer ça facilement. Insérer ça dedans. Parce que c'est une bonne solution, n'est-ce pas? Je ne veux pas intervenir sur la question. Pourquoi? J'allais dire autre chose, mais bon. Mais vas-y, dis autre chose. Non. On a le droit sur ce Si je te plateau. disais, par exemple, que les exploitations qui sont annoncées, c'est bien beau, mais ce n'est pas du gaz pour les Ivoiriens, quoi. Pourquoi? Je dis, je préfère, comme c'est pas on parle de gaz. On parle du gaz. Du sujet. Donc, si tu as je laisse Barry, restons sur les prix et les spéculations. Une fois, certainement, on va revenir en long et large. D'accord. Pourquoi, malgré tout ceci, malgré le fait qu'il existe donc, le contrôle des prix, les gens continuent de surfacturer avant cette affaire de pénurie qui n'est pas avérée? Toi, tu payais déjà ta bouteille à 2500, 500 francs de plus que le prix normal. Mais pourquoi y a-t-il problème sur le contrôle des prix? Ça revient sur la même question de la surveillance des prix. Il revient de surveiller les prix. Et puis aussi, c'est nos associations de consommateurs. Elles servent à quoi? C'est la question en fait, qu'on veut se poser. Parce que dans ce pays-là, même il n'y a pas que le gaz. Hein, au supermarché, tu vas en fait le mois précédent. Laisse les supermarchés, les boutiquiers, le montagne dans le quartier. Il y a toujours des prix. En fait. Donc on se demande à quoi servent nos associations de consommateurs. C'est vraiment la question que je me pose. À part venir sur des plateaux de télé, mais là où on les attend, on ne les voit pas. Donc, aujourd'hui, mais c'est vrai que sur nos marchés, les prix sur nos marchés sont souvent plus chers que les prix qui sont faits dans les supermarchés ou bien dans les boutiques. Souvent aussi, les supermarchés, il y a des produits pour lesquels les supermarchés sont plus chers aussi. Hein. Oui, c'est parce que justement, c'est parce qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui qui fixe les prix. Voilà, chacun, le fournisseur, il fait à la tête du client, certainement, en fonction du cas. Voilà. D'accord, les prix sont inchangés. Hein. B6, donc la bouteille de 6 kg, à 2000 francs CFA, c'est le prix homologué. Hein, notez ça bien. Donc, et celle de 12 kg, celle qu'on appelle B12, elle est à 5200 francs CFA. Et puis celle de 17,5 donc, est à 8125 francs CFA. Celle de 25 kg est à 11 610 francs CFA. Et enfin, celle de 28 kg est à 13 000 francs CFA. Si vous avez un petit gars dans votre quartier qui se débrouille à vous livrer le gaz, souffrez du fait qu'il mette ses 500 francs de transport dessus. Ça arrive. Il ne faut pas dire qu'il a augmenté. Voilà, vous n'avez pas pu sortir de chez vous pour aller acheter votre bouteille de gaz. Le gars, il vous l'a livré chez vous. S'il a mis 500 francs ou peut-être, selon la distance, 1000 francs dessus, ça, c'est normal. Sinon, c'est une activité temporaire. C'est une activité qui va lui permettre d'arrondir ses fins de mois. Ou bien bon, c'est une entreprise, n'est-ce pas? Voilà, c'est une PME. Donc, souffrez de cela. Mais les prix homologués, ce sont les prix que nous venons de situer à l'instant. Tout à l'heure, Désiré évoquait l'absence, le silence même, on pourrait dire, des accusations de consommateurs. Mais en réalité, ces accusations de consommateurs, les responsables sont souvent en deal avec ceux qui font des spéculations. Donc, leur bouche est fermée. Ah, ça aussi. Arrêtez de fermer vos bouches. Faites les choses pour lesquelles on vous a choisi. Responsable d'associations de consommateurs. C'est un système. Je veux dire que la gestion de ce problème-là, c'est un système. Il y a des acteurs qui interviennent. Il y a les consommateurs qui doivent veiller à ce que les prix soient respectés. Il y a l'État lui-même. Il y a les entreprises à qui on a donné des licences pour vendre le gaz naturellement. Donc, chacun doit jouer son rôle. Si une seule de ces entités-là est défaillante, ça va impacter toute la chaîne, en fait. C'est clair. Voilà, donc merci, chers amis. C'est tout le monde. Merci. Restez avec nous. On se retrouve à nouveau sur le plateau du Talk. Bonsoir à ceux qui nous prennent en marche. Merci de nous suivre attentivement. Nous poursuivons cette émission avec Ça fait l'actu. Numéro 2, restez avec nous. Ça fait l'actu. Et vos journalistes, commentateurs sont toujours là avec nous, donc chroniqueurs qui commentent l'actualité avec moi, sont toujours là. Donc Barry est là, Isabelle aussi, Herman et Désiré sont là donc, pour discuter donc, des différentes questions abordées dans cette émission. Et dans Ça fait l'actu, nous allons parler du RHDP qui vient de sanctionner quand même 19 candidats indépendants sur la centaine maintenant donc, de ses rangs. Quelles sont ces sanctions, Isabelle? Alors effectivement, le RHDP a produit donc un communiqué signé donc, du directoire, du président du directoire, Gilbert Koné-Kafana, sanctionnant donc 19
de leurs militants sur un total de 100 et quelques militants qui faisaient donc partie de la liste des indisciplinés de leur parti politique. Donc de ces sanctions-là, on a pu noter que ces 19 personnes ont été déchues donc, des instances du parti et exclues temporairement donc, des activités du dit parti. D'accord. Ils ont perdu les titres qu'ils portaient. Exactement. Ils avaient des titres donc, au RHDP. Et ils sont interdits de mener une quelconque action. Donc, oui, parce qu'il faut savoir que exactement, parce qu'il faut savoir que ces indépendants-là, ayant donc une fonction au sein du RHDP, quand ils vont sur le terrain pour faire campagne, ils utilisent bien évidemment comment dirais-je, les logos, l'effigie, et surtout ils jouent de la prestance que leur a conféré en fait la machine RHDP sur le terrain. Donc le fait de les déchoir de leur fonction, montre à tous les militants au niveau du RHDP qu'ils ne font plus partie donc, des instances et qu'ils ne peuvent plus faire campagne au nom du RHDP en tout cas. Commentaire, Barry. Moi, je pense qu'il fallait s'y attendre hein, parce qu'ils ont lancé des messages d'avertissement. Mais au-delà, moi, je suis toujours sur mes principes. Hein. Le respect à l'institution. Vous êtes dans un parti politique, c'est vrai qu'il y a la liberté de militer où on veut, mais quand vous êtes dans le parti, vous êtes tenu de respecter et les organes et les textes. À partir du moment où le bureau politique, à travers la première personnalité de ce bureau-là, à savoir le président du parti, a pris une décision, vous devez normalement, en tant que militant et responsable, vous aligner. On ne peut pas demander aux militants d'un parti politique d'être disciplinés et à côté, là, les cadres même qui sont censés être les exemples et qui sont censés incarner l'exemple, eux, défient l'autorité. Donc, il fallait s'y attendre. Et ce n'est même pas propre qu'au RHDP. Je pense qu'il faut que tous les acteurs politiques qui militent dans les différents partis en Côte d'Ivoire sachent que la décision que le bureau exécutif prend, il s'impose à tous les cadres et militants du parti. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a une voie qui s'offre à vous. Vous quittez le parti, vous partez lancer votre propre mouvement. Personne ne va venir vous demander quoi que ce soit. C'est votre liberté que vous exercez là. Mais à partir du moment où vous êtes dans un cadre bien précis, vous êtes militant, et là, ce sont des cadres qui occupent des fonctions dans le parti. Quel message on renvoie aux militants si les cadres qui occupent des fonctions dans le parti doivent défier l'autorité? Est-ce que ça ne ressemble pas d'une certaine façon à une démission? Ne pas s'aligner, c'est sortir des rangs. Sortir des rangs, c'est peut-être abandonner le parti et ses principes. Vous savez, Robert Tadé disait « on ne subit pas l'avenir, on le fait ». Et je pense qu'en politique, quand on est homme politique, je ne parle pas de parti politique, on a un avenir politique à jouer. Isabelle disait tout à l'heure qu'ils se servent de la machine du RHDP, mais en même temps, le parti se sert de la légitimité des personnes enfin sur le terrain. Et très souvent, ce sont des personnes qui ont une légitimité sur le terrain, qui peut-être n'ont pas eu l'assentiment du parti parce qu'il y a soit un ministre, il y a soit un directeur de société d'État, il y a quelqu'un qui, tout de suite, parce qu'il a un poste, en fait, pense briguer, enfin un poste électoral. Donc, très souvent, il y a ces frustrations aussi qu'il faut pouvoir gérer en interne. Moi, j'ai suivi un peu le cas, par exemple, de la candidate indépendante, la députée Adjaratou Traoré de Koumassi, qui aussi disait, en fait, qu'elle voulait être candidate qui vraiment, selon elle, en fait, a des bases, a grandi à Koumassi et écoute les populations. Ça, c'est un cas ou d'autres. Mais sinon, en 2016, on a eu le cas également d'Akoto Olivier au PDC. Il n'y a pas que le RDA, en fait. Mais on sait que ces indépendants-là, quand ils finissent, ils vont donner, en fait, leur victoire à leur parti, en fait, de base. Il n'y a pas que le RHDP. Il n'y a pas que le RHDP. Et puis l'autre question à se poser, mais c'est, ils sont suspendus temporairement du parti. Soit on sanctionne, soit on ne sanctionne pas. Ça pose, en fait, quelles questions? Bon, peut-être quand ils vont remporter les élections, ils reviendront, en fait, au parti et du coup, on va les réintégrer. C'est peut-être ce que ça peut soulever comme question. Commentaire. Moi, déjà, quand je prends l'article 3, je vais relire avec l'article 3 de cette décision. Les personnes visées par la présente décision sont interdites d'utiliser tout signe distinctif du RHDP, logo, symbole et autres. Mais le logo même du RHDP, il y a plusieurs partis politiques, leurs logos qui sont insérés. Il y a même le parti politique du PDC-RDA qui n'est pas forcément aujourd'hui en alliance ou bien qui n'est pas dans le RHDP qui est utilisé. Donc, je veux dire, c'est sur ces choses-là que certains candidats surfent. Mais au-delà de ça, ça pose le problème même des indépendants, la situation des indépendants dans le jeu démocratique. Et là-dessus, je veux qu'on retourne à quelque chose que le président Alassane Ouattara, qui est le leader charismatique de ce parti-là, a dit en 2018. Il dit « Le système des indépendants montre l'émergence et le dynamisme de la démocratie dans notre pays.
Et c'est aux élections locales que l'on peut le constater le plus. Je vais plus loin. Donc, je me félicite personnellement du nombre de candidatures indépendantes, même si, bien sûr, la discipline des petits partis aurait pu, la discipline du parti aurait pu mieux jouer. Mais si une personne estime qu'elle a la capacité de porter une contribution importante à sa commune ou à sa région et qu'elle n'a pas été retenue par son parti politique, je crois que la démocratie exige qu'elle puisse démontrer sa capacité à compétir. Je reste là. D'accord. Si je peux réagir. Vas-y. En fait, déjà sur le point de Désiré, ils ont été en fait, non pas suspendus des instances du parti, mais déchus des instances. Ils ont été en revanche temporairement suspendus des activités du parti. Voilà, c'est-à-dire que leur militantisme sur le terrain est suspendu. S'ils ont un poste, ils n'ont plus ce poste. Et si ils ont un poste, ils ne l'ont plus du tout. Voilà. Ensuite, relativement à ce que Herman a dit concernant le logo, ce n'est pas le logo du PDCI. Le logo du PDCI et le logo qui est intégré au niveau du RHDP, du logo du RHDP, ce n'est pas la même chose en fait. Il y a des points de différence. Il y a déjà eu même une problématique à ce niveau-là. Je crois qu'à l'époque, il y a quelques années, je crois en 2018 ou 2019, quand il y a eu la séparation entre le PDCI et le RHDP, ils avaient même enclenché une procédure en justice pour l'utilisation en fait, du logo. Et c'est ce pourquoi le logo du PDCI, en l'état qui avait été intégré, a été changé. Là, c'est le logo du PDCI RDA. Quelle est la différence? Non, mais je pense que tu vois très bien la différence. On ne va pas faire un cours peut-être le nom PDCI RDA qui n'existe pas. Un cours d'école. Je ne suis pas expert autant que toi. Dans ce cas, on ne va pas en discuter parce que ni toi ni moi ne sommes experts, mais je sais en tout cas, me basant sur des faits qui se sont passés récemment lors de la séparation donc, des deux partis, RHDP et PDCI, il y avait une action en justice qui avait été émise quant à l'utilisation en fait, du logo du PDCI RDA qui était intégré au logo du RHDP. Et donc la question a été réglée parce qu'il y a des points de différence entre les deux logos. Juste pour finir avec ça. Moi, relativement à ce que Herman a dit, le président Félix Houphouët-Boigny disait que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Le président Alassane Ouattara, peut-être qu'il a dit à l'époque, dans un contexte où les élections étaient déjà passées, il avait besoin naturellement que les indépendants reviennent à la case. Ce n'est pas exclu qu'après les élections, on retrouve tous ces gens-là qui sont suspendus dans les instances du parti. La politique, il y a aussi la réelle politique. Il faut apprécier selon le contexte. Donc, actuellement, il y a sanction. Mais après les élections aussi, tous ces candidats-là sont élus. Ils ont battu les candidats choisis dans le parti. On ne serait pas étonné de les revoir dans le parti. Ça c'est la politique, dans sa forme réelle politique, comme on le dit. Maintenant, ce que je veux ajouter, c'est que la liberté de militer, là, c'est consacré pour tous. Mais quand on décide de s'engager dans un parti politique, on est censé respecter les statuts et règlements intérieurs qui régissent le parti. Il y a des organes dans le parti. Vous avez soumis. On ne peut pas satisfaire tout le monde, en fait. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est aussi une forme de dictature de la majorité. À partir du moment où une décision est prise par celui qui a mandat pour décider au sein du parti, la discipline veut qu'on s'aligne. Maintenant, si on se sent apte, on pense qu'on est légitime à aller sur le terrain, le bon sens veut qu'on soit indépendant, mais jusqu'au bout. Parce que c'est une forme de trahison des électeurs. Je ne sais pas si on va s'accorder sur l'autre définition de la démocratie, dictature de la majorité, mais bon, on te l'accorde. C'est ça la démocratie. De toute manière, en fait, en 2016, on avait eu une montée des candidats indépendants. C'était au municipal et non, au législatif, pardon, de 2016, il y avait une montée en puissance des candidats indépendants. Mais en 2017, on s'est rendu compte qu'ils étaient tous retournés dans leur famille politique. Et je pense que la question qui se pose, c'est la question de sélection ou de désignation des candidats, en fait. Il y a, comment dirais-je, la question de la légitimité, comment dire, des candidats désignés. Et je pense qu'il faut à un moment donné, pour nos partis politiques, pour le respect surtout des électeurs, des personnes qui désignent ces candidats-là, pouvoir aller au principe de primaire, permettre aux électeurs de déjà désigner le candidat du parti, que d'avoir en fait des gens qui se réunissent dans un directoire, qui désignent quelqu'un, j'insiste, hein, quelqu'un qui est peut-être
président d'une institution de la République, on le désigne candidat dans une autre localité qui n'est même pas la localité où il a été en fait élu à un autre poste électif. Donc, il faut aussi respecter à un moment donné les électeurs. D'accord. Revenons-en donc au 19 sur 100. Pourquoi 19 sur 100? Il y a 100 quand même qui sont, on va dire quoi, il y a une centaine, on va dire une centaine. 108, oui, non, mais en fait, c'est... Qui sortent des rangs. Oui, pourquoi sanctionner que 19? Non, en fait, sur les 108 indépendants au niveau du RHDP, les 19 qui ont été ciblés ont en fait une fonction au niveau des instances. C'est ce pourquoi ils ont été sanctionnés. Le reste n'ont pas en fait de fonction au sein donc, des instances du RHDP. Donc ce sont de simples militants lambda en fait. Voilà. Éric, bon. En fait, le problème... Oh, tu dis un coup, pour ce rhume qui te fatigue. Tout à l'heure, je parlais des trahisons. Moi, je veux dire, je vais un candidat indépendant, je vais rencontrer des militants. Je suis tel monsieur X, je me fais élire. Les gens ont voté monsieur X, ils n'ont pas voté le candidat du parti. Donc après, vous prenez ce vote-là, vous décidez que vous retournez dans votre parti d'origine. Il y a déjà une trahison vis-à-vis de ceux qui vous ont accordé leur confiance. Donc il faut être cohérent. Ou on est indépendant jusqu'au bout, ou on reste membre du RHDP, du PPACI ou du PDCI. La chose derrière, c'est que quand ils reviennent, on ne les refoule pas non plus. C'est ce que j'ai dit. La politique, le président Fouet-Boigny avait dit que c'est la saine appréciation du moment. Ils sont dans leur choix aussi d'acteurs politiques. On ne peut pas refuser une victoire. Commentaire, Herman. Non, moi, je pense que tout ça, c'est de la gymnastique. Je reviens, c'est de la gymnastique politique. Lorsque le jeu au sein des partis politiques, il est démocratique, on amenuise tous ces tralala. Qu'est-ce que c'est les indépendants, ceux qui sont responsables au sein du parti, qui ont été déchus, enfin on peut dire déchus, puisque aujourd'hui on leur arrache quelque chose. Qu'est-ce que ceux-là pensent lorsqu'ils voient qu'il y a certains qui sont quand même militants? Parce que si on les a identifiés, on les a repérés, on les a répertoriés, c'est que c'est quand même des militants du parti. Donc l'argument qui dit que parce qu'ils sont simples militants lambda, je vais mettre ça en guillemets, et que ceux-là on ne les sanctionne pas, et que ceux qui ont des charges au sein du parti, au sein des instances, on les sanctionne. Moi je trouve que ce n'est pas juste. Surtout que quand ceux-là vont gagner, certains vont gagner, ils vont par le parti, dans le parti, ils vont les reverser. D'accord. Tu as quelque chose à répondre à ça? Oui, bon, moi je pense que ça c'est déjà une première vague de sanctions, mais je pense qu'il y a d'autres vagues de sanctions qui vont sortir également. Donc je pense que peut-être il faut observer au niveau du parti ce qu'ils vont décider. Voilà. Maintenant, la question fondamentale au niveau des indépendants, ça a été évoqué donc sur ce plateau. En fait, il y a deux choses. Il y a les indépendants qui ne sont pas issus de partis politiques. Voilà, ça c'est l'exemple même de la démocratie de façon normale. Ensuite, quand tu appartiens à un parti politique et que là, tu deviens indépendant, c'est normal qu'on te sanctionne parce que tu manques de loyauté vis-à-vis du parti auquel tu as adhéré. Mais fondamentalement, cette question d'indépendant, en 2023, là, l'analyse qu'on pourrait en faire, c'est que les gens y vont malgré les sanctions, malgré tout, parce que on est un peu comme à la fin d'un cycle et chacun essaie de se positionner en fait sur le terrain. Donc, ils vont prendre des risques pour essayer d'avoir la victoire et se positionner pour demain. Moi, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit en termes d'analyse. D'accord. Sur cet aspect, je suis entièrement d'accord avec elle. Parce que la victoire potentiellement que tu peux ramener, c'est une source de positionnement politique. Je prends un exemple. Il y a la députée, par exemple, de Koumassi, qui est candidate. Elle affronte le secrétaire exécutif du RH, ou bien c'est le secrétaire. C'est ça, non? C'est l'un des responsables, le ministre Bakongo. Imaginez-vous un peu que la députée la batte le secrétaire exécutif du RHDP. C'est une victoire symbolique. C'est une victoire qui peut lui permettre demain d'être positionné à des postes. Peut-être qu'elle avait un poste un peu entre griffes mineur, mais cette victoire-là peut être la raison pour laquelle elle aura une ascension au niveau du bureau politique. Et si on voyait ça autrement que de vouloir grimper, en fait, comment dirais-je, pouvoir grimper dans l'échelon en fait, du point de vue politique. Et si on voyait simplement le fait qu'on a des candidats qui sont à l'écoute des populations, qui sont proches des populations, et qui se sentent légitimes et qui ont la légitimité des populations,
mais qui au final en fait ne sont pas désignés par les partis politiques. On l'a vu à Cocody en 2018 avec Yasmina Wonien, on l'a vu en fait également à Tia Salé avec une candidate indépendante qui a aussi après donné sa victoire au RHDP. Donc il faut à un moment donné aussi tenir compte de l'aspiration des populations pour pouvoir désigner des candidats qui répondent vraiment à leurs besoins et qui sont présents. Pas un candidat qui est toujours à Abidjan et qu'on ne voit que sur le terrain au moment des élections ou peut-être à 1 an des élections. Je dis que la légitimité aussi, ça se construit. Hein. C'est une question de stratégie et d'ambition. Raison pour laquelle voilà, je parle ces personnalités que tu as évoquées, elles se sont peut-être préparées très tôt dans le... Mais ça ne veut pas dire que les autres qui ont perdu là ne sont pas légitimes parce qu'eux aussi, ils peuvent traîner des voix. Par exemple, généralement, les élections se jouent sur un score très serré. Est-ce que ça veut dire que celui qui a, par exemple, 40% n'est pas légitime? Je dis non. C'est un vote. Le vote, il est subjectif. Après, en fait, les élections précédentes ont aussi montré que des ministres du parti au pouvoir en fait, ont perdu aux élections avec tous les moyens qu'il y avait face à des indépendants qui n'avaient pas été désignés par les partis. Raison pour laquelle je pose la question de la légitimité et de tenir compte des aspirations des populations. Parce qu'on a des gens, parce qu'ils ont un peu d'argent aujourd'hui, se sentent automatiquement légitimes, qui ne sont pas auprès des populations, qui ne connaissent pas les réalités des populations. Et une fois qu'ils sont élus, oups, c'est le suppléant qui est là, bien c'est l'adjoint au maire, en fait, qui est là, ils ne sont jamais dans leur localité. Et c'est pour ça que je parle de respecter les citoyens, en fait, qui les élisent. Je comprends très bien ton point de vue sur cette question-là. Mais ce que je veux dire, on va à un match de foot. L'élection, c'est un match de football. Tu as ta tactique, tu peux jouer en 4-3-3, en 4-4-2. Ça dépend de chacun. Celui qui pense que c'est par l'argent, il peut être éligible. Mais s'il va qu'il est battu, c'est à ses risques et périls. Celui qui pense que c'est être proche des populations, prendre leur point de vue, créer un comité de campagne pour recenser tous les besoins des populations, qui est la bonne stratégie, mais s'il gagne, c'est à tout son honneur. Qui du bien-être des populations. Arman a un dernier commentaire. Mais généralement, qu'on soit indépendant ou candidat investi par un parti politique, chacun, dans un jeu électoral comme les élections locales, chacun a sa proximité avec la population. Voilà. Donc, ce qu'elle dit, si on était arrivé à faire des primaires au sein des partis politiques, on ne serait pas là en train de discuter de la question des indépendants. Ça aurait été de vrais indépendants et on ne serait pas dans la situation où ce sont des indépendants qui sont des militants. D'accord. Tout ceci fait partie du jeu politique. Okay. On va dire que celui qui est à fond donc, pour aider sa région, sa ville, oui, sa région, là où il est candidat, que le meilleur gagne. C'est ça qu'on va dire, hein, c'est le jeu politique, pourvu que tout se passe sans violence. On parle de violence. On va aborder un point sur la violence dans le fait du jour. Un affrontement entre deux bandes armées, donc à la machette, ça a eu lieu tôt dans la matinée, donc ce mercredi 23 août, à Bobo Samaké, donc un quartier populaire donc, dans le nord d'Abidjan. À la clé, plusieurs blessés et au moins un mort. Que s'est-il passé dans cette zone ? Herman, est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone? Bon, je sais que c'est deux bandes de syndicats qui s'affrontent. D'accord. Suite à tous les problèmes qu'ils ont dans le secteur du transport. Donc, mon commentaire que je veux faire, c'est que ces situations-là, elles ne sont pas nouvelles. C'est comme si ce secteur-là, on a du mal à le réguler, à le prendre en charge. C'est comme si souvent aussi, lorsqu'on observe, parce que ça ne va pas souvent loin, c'est comme s'ils sont un peu comme des chouchous, c'est un secteur sensible, les gens ont peur d'en parler. Non, si ce sont des nyambros, enfin c'est comme ça qu'on les appelle, des syndicats de transporteurs, on voit ça sur nos routes, on ne sait même pas à quoi ils servent. Souvent ils servent le col du chauffeur, ils servent le col des passagers, souvent on ne sait pas à quoi ils servent, mais ils sont là. Personne n'arrive à leur dire de rentrer chez eux. C'est comme si on laissait faire quelque chose. Donc, c'est la prise en charge de ce secteur du transport-là, surtout le transport en commun avec les véhicules de transport en commun, c'est véritablement un gros... On peut peut-être demander sa stratégie à Vincent Toby-Irié, donc l'ancien préfet, et puis à Bakongo aussi, du côté de Koumassi, ils sont arrivés quand même à régler le problème. Après, c'est des choses qui existent depuis. Moi, je ne sais pas pourquoi le ministère des Transports peine vraiment à résoudre ce problème-là. C'est dit que ces syndicats-là, même au lieu d'améliorer peut-être la situation
situation de leurs syndiqués participe même en fait à les enfoncer. Parce que tu es ici, un syndicat, on dit qu'il faut donner 500 à tel syndicat, après tu progresses, il y a un autre syndicat qui est là, on se demande en fait comment ça fonctionne au final. Est-ce que même enfin il y a le bien-être des syndiqués qui est pris en compte? Et puis au-delà, ça pose la question même de la sécurité hein, dans la ville d'Abidjan, parce qu'on a vu ça là sur les réseaux sociaux, ne passez pas enfin à tel carrefour à Bobo parce qu'il y a des gens qui s'affrontent à la machette. Et parfois ça s'étend à d'autres. Et ça s'étend en fait à d'autres cibles, à d'autres quartiers. Donc à un moment donné, il faut réguler ce secteur-là, parce que ça fait des années en fait qu'on en parle. Et puis peut-être faut solliciter aussi Vincent Tobi pour voir comment il a résolu le problème enfin au niveau du grand carrefour de Koumassi. Du grand carrefour, non, de la vie Carrefour La Vie. Enfin, il y avait également ce problème-là à l'époque, mais ça a été résolu. Donc, mais aujourd'hui, c'est revenu, je pense. Oui, bon, c'est pour ça qu'il faut solliciter l'expertise de personnes qui ont trouvé quand même des solutions. Aujourd'hui, ceux qui prennent le et ne pas avancer en stylo. Des BACA, enfin des transports en commun appelés BACA. Je fais le constat qu'il y a un problème d'occupation de l'espace public dans ce secteur-là. Parce que souvent, on ne sait pas qui est syndicat, qui est Nyambro. On voit des gens qui se réclament syndicats qui ont des tickets. Les Nyambro, ils n'ont pas de tickets. On dit tu es chargé, tu payes tant. Mais je veux dire quoi? On est face à des acteurs qui sont dans un jeu de pouvoir. C'est-à-dire que je suis en possession de tel, je décide que cet espace-là, il est le mien. Donc, pour occuper cet espace, pour en avoir le contrôle, ils utilisent toutes les ressources disponibles. S'ils avaient même des armes à feu, ils allaient le faire. À une époque, on avait vu ça à Koumassi. Mais je veux dire que la résolution de ce problème dans le secteur du transport passe par l'implication franche de tous les acteurs concernés. Le maire doit jouer son rôle. On l'a vu avec le ministre Bakongo, avec M. Vincent Tobi, l'ex-préfet d'Abidjan, qui étaient sur le terrain, qui ont sensibilisé, qui ont sanctionné à un moment donné. Mais il y a aussi le rôle de la gendarmerie, qu'elle soit mobile, puisque c'est elle qui gère le maintien de l'ordre public, qu'elle soit de la territoriale, puisqu'elle doit mener des enquêtes, qu'elle soit aussi des services spéciaux, puisqu'il y a des actes criminels qui sont posés par ces individus. Donc c'est la somme de toutes les actions menées par toutes ces structures que j'ai citées qui peut mettre fin à ce cycle de violence. Merci Barry, merci à vous tous. Isabelle n'est pas intervenue sur ce sujet, c'est pas bien grave. Oui, j'en ai en parlé dans le JT. D'accord, voilà, c'est pas bien grave. On va dire merci donc, à tous les téléspectateurs qui sont restés à nous regarder et à écouter, à intervenir sur le direct. Merci à vous tous sur ce plateau. On prendra certainement plaisir à se retrouver demain, 19h15 sur Live TV, la télé sans filtre. Restez fidèles et shalom. À vous.